C'est fini pour Honda et Yamaha. Bajaj vient d'atteindre la marque de 50 000 motos produites dans son usine ici à Manaus. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir un peu l'usine ici à Manaus, voir la naissance d'une Bajaj, en plus de l'interview avec le directeur Monsieur Valdir qui parle de l'avenir de la marque, d'une Bajaj Trail et bien sûr du service après-vente. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleurs contenus sur 2 roues. Alors, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne et je suis ici à Manaus, invitée par Bajaj pour découvrir leur usine et aussi voir en avant-première la 50 000e moto. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bajaj a plus de 80 ans d'histoire. C'est le 3e plus grand fabricant de motos au monde et elle est arrivée au Brésil en décembre 2022. Avec sa propre filiale, sans importateur ni intermédiaire. En un peu plus de 3 ans, c'est la 6e marque la plus vendue du pays. Le chiffre qui m'a le plus impressionné dans cette histoire, je vais te le dire bientôt. Si tu ne le savais pas, voici la seule usine de Bajaj en dehors de l'Inde et elle est ici au Brésil. Quelle fierté pour nous les Brésiliens! Et dans cette vidéo, je vais te montrer le processus de fabrication ici au Brésil, d'accord? Et reste jusqu'à la fin, car je vais tout te dire. Pour que tu comprennes pourquoi ce cap de 50 000 motos en si peu de temps fait peur à la concurrence. Dans cette unité, Bajaj soude et peint les châssis. Tout est de dernière génération. C'est la ligne de soudage la plus moderne de Manaus. Tout est fait avec des robots. L'investissement a été important. Ici, la moto commence à prendre vie. Donc, nous avons le châssis qui est assemblé avec tous les éléments ici. Oh, dans ces petites boîtes, regardez comme c'est sympa. Et la ligne de production avance. Vous pensez que non, mais elle avance. Maintenant, elle doit avancer. On assemble ici et à la fin, elle va être réunie avec le moteur. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. L'assemblage du moteur, c'est l'étape la plus critique de tout le processus. Chaque composant est assemblé avec précision et il est déjà vérifié avant de passer à l'étape suivante. Le moteur de notre 50 000e moto est en train de naître juste ici. Moteur. Moteur. Regarde, la moto commence déjà à prendre forme avec le réservoir et remarque que les pièces peintes sont les dernières à être installées sur la moto justement pour éviter qu'elle ne soit rayée. Regarde comme c'est sympa, les gens sont en train de l'assembler ici. Une Dominar 400, n'est-ce pas cette ligne ici? Moteur. Moteur presque, presque. Une Dominar 400 blanche est en train de naître ici. Moteur. Moteur. Et nous arrivons ici à l'étape finale où la moto est testée, passe sur le dynamomètre, subit divers tests et d'ici, elle part vers les concessionnaires. Et j'en ai profité pour demander à Adelino, qui est le directeur industriel ici à l'usine, comment ils garantissent la même qualité pour la Bajaj fabriquée à Manaus par rapport à celle de l'Inde. Eh bien Amanda, cette question de la qualité implique plusieurs stratégies appliquées. Je te dirais que la première partie de la stratégie réside dans le développement même du produit. Aujourd'hui, lors du développement du produit, nous appliquons des techniques que nous appelons conception pour la fabrication. Autrement dit, tu conçois déjà en prévoyant la fabrication, en te concentrant dès le départ sur le résultat de qualité.
Le deuxième aspect concerne les matériaux que nous utilisons pour la moto. Et là, nous profitons de tout le soutien que nous avons de Bajaj là-bas en Inde. Donc, tous les matériaux, qu'ils soient importés ou nationaux, sont soumis aux mêmes critères d'homologation que les motos indiennes. La troisième étape est la planification même du système de fabrication qui inclut déjà les outils de qualité. Un processus bien conçu est fait pour garantir que le produit final réponde aux critères minimaux de qualité. Un autre aspect très important est la formation de la main-d'œuvre. Ainsi, chaque employé, lorsqu'il commence son parcours ici, va passer par un processus rigoureux de formation et de qualification, afin qu'il puisse fournir la qualité que nous souhaitons pour le produit final. Et enfin, nous avons les étapes de contrôle de qualité où nous allons mesurer tous les processus précédents. Nous allons mettre en place divers contrôles qui sont appliqués tout au long du processus. Et à la fin de la ligne de production, le contrôle de qualité du produit lui-même, qui va inclure des inspections cosmétiques, des tests au dynamomètre, des évaluations après l'emballage, c'est-à-dire que nous faisons un échantillonnage du matériel qui a été emballé, de la moto qui a été emballée. Donc cet ensemble de stratégies va garantir la qualité du produit. Et évidemment, nous avons repris tous les enseignements, toute la stratégie de qualité est également mise en œuvre en Inde, qui produit déjà ces mêmes motos depuis de nombreuses années. Donc cet ensemble de stratégies nous permet au final d'obtenir un produit avec la même qualité que la production en Inde. Et ce chiffre que je t'ai promis, qui m'a surprise, eh bien, rien que dans les 2 premiers mois de 2026, la Bajaj M a augmenté de 55% en nombre d'immatriculations par rapport à l'année dernière. Les amis, 55%. Alors que beaucoup de marques présentes au Brésil depuis des décennies stagnent, la Bajaj M est en pleine accélération. Et je vois tout ça de très près. Et la Dominar 200 a été choisie pour représenter ici le cap des 50 000 motos. Donc celle-ci, la D200, c'est la moto numéro 50 000. Félicitations, 50 000 motos en 3 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais que tu expliques déjà à tout le monde ce que ce chiffre représente pour notre marché. Eh bien Amanda, bon après-midi, c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de parler à toute ton audience sur les réseaux sociaux, de parler au canal Motoplay. Aujourd'hui est un jour très spécial pour nous, n'est-ce pas? Quand on a réuni toute l'équipe pour prendre la photo, on a dû utiliser un drone tellement il y avait de monde, mais je pense que c'est la concrétisation d'un rêve. Un rêve qui a commencé pour le client, n'est-ce pas? Je dirais que c'était en juin 2022, quand nous avons emmené un groupe de journalistes et d'influenceurs en Inde. Tu étais avec nous là-bas. Donc, tu es un témoin depuis notre phase de préopération au Brésil. Ensuite, en décembre 2022, nous avons présenté la marque sur le marché brésilien. En 2023, nous avons collaboré avec 5 concessionnaires et 3 modèles. En 1 an et demi, nous avons assemblé près de 9000 motos avec Dafra, notre partenaire de fabrication. Et puis, en juin 2024, nous avons franchi cette étape que je considère comme fondamentale, stratégique, qui a été l'inauguration de notre usine ici, dans cette usine. Maintenant, en août de l'année dernière, en 2025, elle a déjà été agrandie et nous avons réalisé un nouvel investissement. Aujourd'hui, nous soudons et peignons le cadre de certains modèles de la marque déjà ici au Brésil. Et cela a fait que notre capacité installée est passée à environ 48 000, 50 000 motos par an. Donc c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Cette usine a moins de 2 ans, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en juin qu'elle aura 2 ans et elle a déjà produit 50 000 motos. Il y a environ 54 000 clients qui roulent en Bajaj dans tout le Brésil. 67 concessionnaires dans pratiquement 24 des 27 unités fédérales du Brésil où le client peut déjà accéder à notre marque. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment spécial avec vous tous. On ne voit que le résultat, les fleurs et les fruits, mais j'imagine que ça a été très difficile, n'est-ce pas? Quels ont été les plus grands défis ou le plus grand défi pour atteindre ce jalon en un temps record pratiquement? Une croissance constante, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de défis. Tu as tout à fait raison. D'abord, le premier défi, c'est que le projet a commencé au sommet de la première vague de la pandémie quand j'ai été embauché. Il m'a fallu 2 ans pour pouvoir prendre un avion et aller en Inde, lorsque en fait il y a eu une accalmie entre les vagues du Covid, et ensuite concrétiser l'opération. L'homologation des modèles est une étape très importante dans le pays. Le pays a des exigences en matière d'émissions sonores et d'émissions de polluants. Capacité de freinage d'un produit de premier ordre. Et pour que les marques répondent à toutes ces exigences, je dirais que c'est l'un des grands défis. Cela demande un investissement important. Bajaj possède une ingénierie solide en Inde et nous avons réussi à concrétiser cela. Un deuxième défi que je soulignerai est de mettre en place le réseau de concessionnaires, choisir les bons partenaires dans les régions afin que nous puissions offrir une bonne représentation de Bajaj. Et troisièmement, qui concerne encore notre capacité à constituer une équipe commerciale très solide là-bas au bureau de São Paulo et une équipe industrielle également très solide ici à Manaus. Il y a 5 ans et demi, j'ai commencé seul ce projet. Après 2 ans en solo, nous avons lancé la marque à 6 ou 7. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200. Je dirais la constitution d'une équipe. Trouver, former, qualifier, retenir cette équipe à Manaus et à São Paulo, un grand réseau de concessionnaires et tout le processus d'homologation. Quand je parle d'homologation, incluez aussi la question du PPB et la nationalisation des pièces. Au fur et à mesure que ton volume augmente, tu dois de plus en plus respecter la législation brésilienne et intégrer davantage de composants nationaux. Et c'est de la bureaucratie, hein, les gens. Les étrangers viennent au Brésil et disent « Mon Dieu, ce fameux coup Brésil », entre autres choses. Et alors, en parlant un peu des étrangers par rapport au Brésil, je voulais savoir ce que tu penses au sujet de Bajaj au niveau mondial. Est-ce que vous avez une vision différente? Quelle est la différence entre le public brésilien ou indien? Ce n'est pas la même chose? Non. Du consommateur motard. Comment Bajaj voit-elle cela? Je te dirais qu'il y a des différences importantes. Première chose, l'Inde, tout comme beaucoup de marchés asiatiques, ce qui prédomine comme moyen de transport, c'est la moto, au détriment de la voiture, voire même des transports publics. Donc là-bas, on voit plus de motos que de voitures. L'industrie de la moto dépasse celle de l'automobile. Ce sont des pays où, naturellement, le revenu moyen des personnes est plus bas. Donc la moto est un moyen de transport plus accessible pour tout le monde, contrairement au Brésil. Cela dit, l'année dernière, on a commencé à observer un changement de comportement. Il y a eu 2 100 000 unités de motos, ce qui a déjà dépassé le volume de voitures particulières sur le marché brésilien si on ajoute les utilitaires, etc. Ce chiffre, en ajoutant les utilitaires aux voitures, augmente encore d'environ 20%. Mais je dirais que la tendance pour les prochaines années, c'est que le secteur des 2 roues continue de croître au Brésil. Et qui sait, peut-être qu'on en viendra vraiment à vendre plus de motos que la combinaison de voitures particulières et d'utilitaires. C'est un profil très différent de là-bas. Et un autre point que je voudrais souligner, et je pense que c'est une conséquence de ce premier point. La moto est utilisée principalement pour cela, parce que ce qu'on appelle les déplacements quotidiens. Le déplacement de la maison au travail, du travail à la maison, du travail à l'école, à l'université et le retour à la maison. Et au Brésil, cette catégorie d'utilisateurs a beaucoup augmenté, surtout après la période de la pandémie. Les gens choisissent de remplacer les transports en commun par la moto. Vous êtes serré dans le métro, dans le train, dans le bus. En plus du temps, vous achetez du temps. À partir du moment où vous commencez à utiliser un véhicule à 2 roues, dans les grands centres comme São Paulo ou Manaus, aux heures de pointe, il est impossible de se déplacer. La moto est un atout majeur à cet égard. En Inde, les gens ne l'utilisaient pas non plus pour les trajets domicile-travail. Ils l'utilisent souvent comme moyen de transport. Plus qu'au Brésil? Je dirais même plus qu'au Brésil, rien que pour cela. Il n'y a qu'une seule moto? Oui, moto. Il y a des familles où les seuls véhicules de transport à la maison sont des motos. C'est un chien. Tout le monde s'en sert. 3 ou 4 personnes sur un scooter ou une moto. C'est la différence. Je pense qu'ils l'utilisent aussi comme outil de travail. Mais ici au Brésil, surtout après la pandémie, cette histoire... Oui, des livraisons, les applis de livraison, coursier à moto. Ici, on utilise beaucoup la moto comme outil de travail. Alors qu'en Inde, je dirais que c'est en fait davantage utilisé comme moyen de déplacement. Principal moyen de déplacement de la population indienne. Et j'ajouterais aussi que c'est aussi une question de taille. Je pense que les Indiens sont un peu plus petits que les Brésiliens, n'est-ce pas?
C'est pour ça qu'on voit aussi une Dominar, une Sport Touring, la 400 un peu plus basse. J'aborde déjà la question. Les Brésiliens aiment les trails, d'autres marques en vendent. Le Brésil est le plus gros vendeur. Tu penses qu'il y en aura une? En pensant déjà à ce marché brésilien aussi, Amérique latine. Elle va arriver, non? La polémique. C'est l'une des questions à 1 million d'euros, n'est-ce pas, que tout le monde pose. J'ai toujours utilisé le même élément de réponse quand je parle avec vous. Notre patron, le 15 décembre 2022, a dit « Il ne manquait que le Brésil pour que Bajaj entre dans ce segment. Je dirais que nous sommes bien plus proches que tout le monde ne l'imagine. » Je sais qu'avec les IA, on a déjà vu de bons prototypes, de bonnes idées de création de produits trail de Bajaj. Mais c'est un projet prioritaire. Le siège travaille énormément là-dessus. Et tout au long de cette année et de 2026, nous allons vous annoncer des nouveautés à ce sujet. Nous pourrons ensuite préciser davantage pour offrir un calendrier plus précis et une meilleure visibilité. Mais sans aucun doute, Bajaj a des plans concrets et très solides pour se positionner aussi sur ce segment. Je pense que ce sera d'abord lancé mondialement, même si j'aimerais que ce soit au Brésil. Nous aussi, on se bat. Surveiller l'OICMA et d'autres événements mondiaux, il pourrait le lancer là-bas. Et pour finir, je pense qu'il y a un point sensible pour les Brésiliens. Selon l'historique d'autres marques qui sont venues puis reparties, je pense que ce n'est même plus une question de savoir si Bajaj est venu pour rester. Je pense que si tu as encore des doutes, réfléchis-y, parce que regarde l'investissement qu'ils font au Brésil, je crois que ce n'est plus une question à se poser. L'une des préoccupations concerne le service après-vente et les pièces détachées. On sait que très souvent, le concessionnaire sur le terrain représente la marque. Il est le visage de la marque, donc cela dépend de plusieurs facteurs. Mais je voulais te dire, donc ça ne sert à rien. Parfois, l'usine fait des efforts, mais l'employé sur le terrain peut quand même commettre une erreur avec le client final. Mais ma question est, comment se passe l'après-vente? Les pièces, le prix des pièces, est-ce que ça va baisser ou pas maintenant avec l'expansion? Amanda, merci pour l'opportunité. C'est toujours bien de pouvoir transmettre un message de confiance au consommateur, à celui qui possède déjà une Bajaj, à celui qui envisage d'acheter un produit Bajaj. Du point de vue de la réflexion à long terme, plus brésilienne que jamais, l'investissement que nous avons réalisé vise à ce que le client n'ait aucun doute sur le projet à long terme de Bajaj au Brésil. Comme l'a dit le seigneur Rakesh à tout le monde, Bajaj entre sur le marché pour ne plus jamais en sortir et c'est la réalité ici au Brésil. Nous vous avons emmené, n'est-ce pas, ainsi que quelques autres journalistes et influenceurs il y a quelques semaines au début du mois de mars dans notre entrepôt de pièces à Barueri. Vous avez vu, c'est immense et ça continue de grandir. On passe de 750 à 1000 mètres carrés. Je te dirais que plus de 20% de ce stock qui était là au cours du mois de mars, notre réseau l'a acheté. Parce que ce qui m'a paru curieux comme répercussion de cette opportunité, tout ce qui a été publié, beaucoup de clients disaient la chose suivante: « Ah, c'est clair pour moi que Bajaj a des pièces, mais ces pièces doivent arriver chez le concessionnaire. » Toutes les concessions ont un stock minimum recommandé par la maison mère. Ce 90% de disponibilité qu'on a vu il y a un mois, on est déjà à 92%. Et au cours de l'année, nous allons viser 100% de disponibilité des pièces en stock dans notre entrepôt et pas seulement dans l'entrepôt de l'usine, mais aussi dans le stock de pièces des concessions. Donc c'est un engagement. On sait qu'à chaque 3 ou 4 000 motos qu'on met sur le marché, qu'on produit, la demande pour les pièces de rechange est infiniment plus grande. Le client utilise la moto comme un outil de travail. Il a besoin d'immobiliser la moto rapidement, d'avoir un service de qualité et d'avoir la pièce disponible en magasin. On continue à travailler très fort, on s'améliore. Tous nos indicateurs montrent une évolution mois après mois, mais c'est un sujet. Si tu te relâches un mois, tu te fais dépasser. C'est continu et nous allons bientôt continuer en montrant déjà l'évolution de notre entrepôt et d'autres idées que nous avons pour les pièces et d'autres projets. Très bientôt, nous continuerons à présenter des nouveautés et à montrer comment Bajaj se renforce dans ce domaine du service après-vente. Je pense que c'est bien, les critiques constructives sont les bienvenues et ce que je vois, c'est qu'il faut toujours écouter le marché, écouter les clients, toujours s'améliorer constamment. Donc, félicitations pour les 50 000 motos. Merci. Amanda, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Merci. Pourquoi est-ce que je pense que la concurrence a peur de ce jalon de Bajaj?
D'abord, je pense que c'est parce que Bajaj a grandi très rapidement. En gros, en 3 ans, elle a déjà atteint ses chiffres, donc c'est vraiment très bien. Et deuxièmement, parce qu'elle soude le châssis et cela signifie qu'elle n'a plus cette limite de 20 000 unités par an et qu'elle peut atteindre 48 000 unités, donc c'est sûr qu'il y aura plus de ventes. Plus de public va la connaître grâce à cela, bien sûr. Elle finira par prendre la part de marché d'autres marques et d'autres constructeurs, n'est-ce pas? À votre avis, qui va perdre sa place au profit de Bajaj? Écrivez-le ici dans les commentaires. Je vous dis au revoir ici depuis l'usine de Bajaj. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis fière de voir ce parcours, de voir Bajaj naître là-bas en Inde lors de la visite que nous avons faite. D'ailleurs, il y a une vidéo ici, je vais laisser une playlist complète des motos de Bajaj du voyage et j'ai aussi fait le trajet de Manaus à São Paulo. Donc, nous sommes partis de l'usine de Dafra, quand c'était encore la chaîne de montage chez Dafra. Nous avons emmené les motos jusqu'à São Paulo. J'ai assisté à l'inauguration de cette usine ici. J'ai aussi vu la chaîne de montage des châssis, la soudure des châssis. Et maintenant, j'ai pu voir de près le cap des 50 000 motos produites ici à l'usine de Manaus. Et félicitations Bajaj pour cette réussite, que 50 000, 100 000 unités de plus soient produites ici dans notre pays. Après tout, plus il y a de marques, mieux c'est, et nous, les consommateurs, en sommes reconnaissants. Je vais laisser la playlist ici en bas avec toutes les motos de Bajaj, les essais. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisse un like, à la prochaine, gros bisous.